Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le 13 juin au plus tard, Laurent Gbagbo et ses partisans seront fixés. Ils sauront enfin si l'ancien président ivoirien sera poursuivi par la Cour pénale internationale. La CPI doit en effet confirmer les charges qui pèsent sur l'ex-chef d'État. L'économie libyenne de plus en plus fragile, ses réserves en devises ne sont en effet pas inépuisables. Pourtant, face au blocage des ports pétroliers, elle représente la seule bouée de secours pour les finances du pays. Quel système éducatif pour les écoles de demain? Une question à laquelle tenteront de répondre les participants aux journées de réflexion initiées par l'Institut supérieur de management de Dakar, la capitale sénégalaise. C'est une question qui est sur toutes les lèvres et qui devrait trouver une réponse très prochainement. Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, sera-t-il poursuivi par la CPI, la Cour pénale internationale? La Cour de la Haye y répondra au plus tard avant la mi-juin. Elle doit en effet confirmer ou non les charges qui pèsent sur l'ancien président. Les détails de Fanny Mounichi. Y aura-t-il un procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale? C'est à cette question que doivent répondre les juges de la chambre préliminaire 1 de la CPI le 13 juin prochain au plus tard. Un verdict sur la question de la confirmation des charges très attendue par le Front populaire ivoirien, parti historique de l'ancien chef d'État. Le FPI aborde ça avec sérénité mais aussi un peu d'inquiétude parce que leur souhait est que le procureur soit débouté et que les charges soient infirmées, et qu'on n'aille pas au procès et que l'ancien président soit libéré. Les juges doivent prendre la décision à la majorité des voix, à défaut de l'unanimité. La décision est également attendue par la population ivoirienne, si certains craignent qu'un éventuel procès remette en cause la réconciliation nationale. Du côté du pouvoir, en revanche, on estime que cela pourrait favoriser le processus. Selon des analyses proches du pouvoir, une confirmation des charges va ruiner, selon eux, les attentes des partisans de Laurent Gbagbo qui pensent qu'il pourrait sortir et que son retour pourrait influer sur le processus politique en Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'il sera clair qu'il n'y aura pas de sortie immédiate et qu'on aura un long procès, les partisans de Laurent Gbagbo pourront à s'engager pleinement dans le processus de réconciliation. Signe de la bonne santé du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, après la mise en liberté provisoire de 50 détenus pro-Gbagbo la semaine dernière, les gestes d'apaisement politique se poursuivent. 5 personnalités proches de l'ancien président ont officiellement retrouvé ce 3 juin la jouissance de leur maison et de leur bureau. En Tunisie, dans quel ordre doivent se dérouler les élections? L'élection présidentielle doit-elle avoir lieu avant ou après les élections législatives? Un dialogue national portant sur la question devait avoir lieu le 4 juin. N'ayant toujours pas établi cet ordre, les participants aux pourparlers ont finalement décidé de reporter ce dialogue national au samedi 7 juin. C'est ce jeudi à minuit que la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 21 juin a été officiellement lancée en Mauritanie. Les candidats se mobilisent donc pour remporter la victoire face au grand favori et président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. Reportage de notre envoyé spécial en Mauritanie, Franck Noudofina. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit que tous les partis engagés dans la course à la présidentielle mauritanienne se sont lancés dans la campagne électorale. 3 des 5 candidats au scrutin ont choisi la ville de Nouakchott pour ouvrir officiellement la campagne. Le parti au pouvoir, conduit par son candidat, l'actuel président Mohamed Ould Abdelaziz, a ouvert sa campagne bien loin à Kaïdi, à 400 km de la capitale. Mais ces militants de la ville de Nouakchott ont marqué l'événement par l'organisation de meetings et d'événements divers. Nous sommes confiants à 100%, mais comme on dit, un combat n'est jamais gagné avant de l'avoir livré. Nous allons battre campagne, nous allons convaincre les citoyens de voter pour notre candidat en espérant pouvoir passer dès le premier tour avec un score extrêmement honorable. Le candidat du parti El William Boydjel Ould Omed, lui, a ouvert sa campagne dans la ville de Nouakchott devant ses militants venus nombreux l'encourager. C'est un candidat cohérent, juste et clair
conçu par rapport à son programme et ses points de vue. Donc c'est ça que nous comptons vivre, essayer de rentrer partout en Mauritanie, de Ndiago à Vassala, de Birmogren à Kabou, pour pouvoir encadrer tous les Mauritaniens pour qu'ils votent à notre candidat, le président Bodjoul Houmaï. Au centre-ville de la capitale, le candidat de l'IRA, Biram Ould Abeid, a également ouvert sa campagne électorale vendredi. Sa cible, la jeunesse et les populations pauvres. Son thème, la lutte contre toutes les formes d'esclavage en Mauritanie. C'est une candidature de rupture avec le système de la prédation des droits de l'homme. C'est une candidature de rupture avec les formes d'esclavage modernes dans les mines, dans les usines, dans les ports, dans tous les domaines. Maître Moulay Idriss, la seule femme présente dans la course à la présidentielle, était également en Nouakchott pour ouvrir la campagne devant ses militants. Le candidat de l'Alliance pour la justice et la démocratie, Ibrahim Assar, lui, a ouvert sa campagne dans la ville minière de Zouérat au nord du pays. Les 5 prétendants au fauteuil présidentiel ont donc 2 semaines pour convaincre les électeurs mauritaniens. Rappelons qu'une partie de l'opposition réunie au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité ne participe pas au scrutin. Dans le reste de l'actualité, des crimes contre l'humanité auraient été commis en Centrafrique par les 2 camps qui s'affrontent, à savoir ex-Seleka et anti-Balaka. C'est en tout cas ce qu'affirme une commission d'enquête internationale mise en place par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et qui assure avoir des preuves sérieuses sur les faits avancés. La Libye fait face à la pression de ses réserves en devises, privée de l'essentiel de ses revenus pétroliers depuis 9 mois maintenant. La Libye dispose de confortables réserves en devises permettant à son économie de résister à la crise, mais pas indéfiniment. Le pays dépend exclusivement de ses revenus d'hydrocarbures qui représentent plus de 96% de son produit intérieur brut. Karine Loubanzadio. En Libye, les finances du pays sont sous pression. En cause, une production d'hydrocarbures qui a considérablement chuté en 10 mois en raison du blocage par les rebelles des principaux ports pétroliers à l'est du pays. Une situation dangereuse qui oblige le pays à puiser dans ses réserves en devises. S'ajoute à cela les réticences de la Banque centrale libyenne à octroyer des prêts commerciaux à la population en raison de l'insécurité qui règne dans le pays. La Banque centrale de Libye a cessé de fonctionner, il n'y a presque plus de liquidité. Il faut faire quelque chose pour assurer la sécurité des banques. Selon la BCL, les revenus du pays ont chuté de 4,6 milliards de dollars par mois à 1 milliard de dollars en raison de la crise pétrolière. En outre, la perturbation de la production d'hydrocarbures, couplée à une augmentation des dépenses, pourrait épuiser les réserves financières de la Libye en moins de 5 ans. La Banque centrale tente d'éviter d'utiliser ses réserves de change en baisse à 111 milliards de dollars contre 132 en 2013. Oui, nous savons que le dollar manque dans les banques, mais il existe des solutions alternatives pour avoir une monnaie étrangère. Nous avons déjà vu comment le manque de devises étrangères pouvait affecter l'économie, mais nous n'avons jamais connu ça. D'après le Fonds monétaire international, la Libye dispose de réserves importantes qui aideront le pays à surmonter la crise à court terme. Il est à noter également que l'examen du projet du budget 2014 a pris du retard en raison de la crise politique qui perdure depuis 2011. Le pays s'apprête à organiser des élections législatives le 25 juin, qui sont pour de nombreux habitants un espoir de retour à la stabilité économique. Le groupe ISM, Institut supérieur de management, première école de management de l'Afrique subsaharienne francophone, est basée à Dakar, capitale sénégalaise. Elle organise des journées de réflexion placées sous le thème de l'école du futur, l'école de demain. L'occasion de réfléchir ensemble à un système éducatif efficace pour les étudiants africains. Reportage de notre correspondant El Hadjendiaï. Quelle école souhaitons-nous pour le continent africain? Pour répondre à cette question, l'Institut supérieur de management de Dakar, au Sénégal, organise des journées de réflexion. Objectif, proposer un schéma pédagogique professionnalisant. À ce jour, l'ISM, qui existe depuis 1992, a formé plus de 15 000 étudiants issus de différents pays africains. Nous sommes établissement d'enseignement supérieur. Au-delà du concept de business school, nous disons que nous sommes une école de management et une école soucieuse de ce qui se passe dans son environnement, soucieuse de l'évolution de la société. Aujourd'hui, je pense que l'éducation est un des problèmes majeurs sur le continent africain. Nous sommes acteurs, nous avons tenté de poser des actes, nous souhaitons partager nos résultats avec notre environnement, avec les autres acteurs, les écouter et voir ce qu'on peut aussi en tirer pour bâtir un concept valable pour le continent africain, l'école du futur pour 2020, donc c'est pour demain.
L'école du futur se caractérise aussi par cette capacité à inventer de nouveaux modes d'enseignement. L'objectif est d'allier apprentissage et entrepreneuriat à l'image de cette exposition présentée par ses étudiants. Des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme, des meubles faits à base de barils. L'école du futur sait aussi recycler les ordures pour en faire d'objets utiles. On est dans tout ce qui est protection de l'environnement. Donc on a décidé de prendre les sachets plastiques qui salissent l'environnement et on va en faire des pavés à base de plastique recyclé. Donc voici le produit, comme vous pouvez le voir. Il est beaucoup plus solide que ce en ciment. Ici on a un exemple d'un pavé en ciment qui vient de se casser tout de suite. Et donc voilà, la plus-value sociale de ce projet, ça permet en fait d'embellir et d'assainir la ville en même temps, tout en créant des emplois. L'enseignement professionnel doit être pour tous les élèves et apprentis une voie d'accès à un diplôme qui offre de réelles perspectives d'emploi et de progression professionnelle. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.